Mes parents ont vidé mon fonds d'études pour éponger les dettes de jeu de mon frère. Selon eux, c'était nécessaire. Mais le directeur de la banque m'a révélé un secret inattendu. Il ne se doute pas de la surprise qui les attend. Je me tenais dans ma chambre d'enfant, fixant la lettre d'acceptation de la faculté de médecine de la Sorbonne arrivée ce matin même. Mes mains tremblaient d'excitation en relisant ces mots magnifiques. Puis mes parents sont entrés, le visage si grave que j'ai su que quelque chose de terrible se préparait. Papa s'est raclé la gorge. Amélie, nous devons parler de ton fonds pour les études. Je l'ai vidé pour payer les dettes de jeu de Maxime. Maman a doucement touché mon épaule. La famille passe avant tout, ma chérie. Maxime a plus besoin de cet argent que tu n'as besoin de faire médecine. Mon monde entier s'est effondré à cet instant, réalisant que mon avenir venait de m'être volé. 3 jours s'étaient écoulés depuis que mes parents m'avaient lâché cette bombe, et je n'arrivais toujours pas à réaliser ce qu'ils avaient fait. La maison semblait différente maintenant, comme si chaque recoin recelait une trahison que je n'avais pas vue venir. J'étais assise à la table de la cuisine, poussant des œufs brouillés dans mon assiette pendant que maman fredonnait doucement près de la cuisinière, agissant comme si elle ne venait pas de détruire mes rêves. « Tu devrais manger quelque chose, ma puce, dit-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Tu as à peine touché à ta nourriture ces derniers jours. » J'avais envie de crier. Comment pouvait-elle rester là à préparer le petit déjeuner comme si c'était un matin comme les autres? Comme s'il ne venait pas de prendre 180 000 € qui m'appartenaient pour les donner à mon frère. « Je n'ai pas faim », ai-je réussi à dire d'une voix blanche. Les souvenirs affluaient, chacun témoignant de la dureté avec laquelle j'avais travaillé pour cet argent. Depuis mes 16 ans, j'avais jonglé avec 3 emplois. Les matins de semaine au café près du lycée, commençant à 5h30. Les soirs au centre de soutien scolaire, aidant les plus jeunes en maths et en sciences. Les week-ends au cabinet médical, classant des papiers et apprenant tout ce que je pouvais sur la profession que je rêvais d'exercer. Chaque salaire allait directement sur ce compte. Chaque carte d'anniversaire avec de l'argent de la famille, chaque bourse d'études que j'avais obtenue grâce à d'innombrables heures de travail. Et puis il y avait la contribution de Mémé Éléonore, la plus grosse part de toutes, 50 000 € qu'elle avait laissé spécifiquement pour mon éducation à sa mort il y a 2 ans. Elle m'avait tenu la main à l'hôpital et m'avait fait promettre de devenir la médecin qu'elle savait que je pouvais être. « Ton avenir compte, ma douce », avait-elle murmuré, sa voix faible mais déterminée. « Ne laisse personne te dire le contraire. » Un bruit provenant du salon a attiré mon attention. Le bip caractéristique d'un jeu vidéo. Mon estomac s'est noué tandis que je me levais de table et me dirigeais vers le bruit. Il était là. Maxime, mon frère de 28 ans, affalé sur le fauteuil en cuir de papa, une manette de jeu à la main. Des canettes de soda vides et des paquets de chips jonchaient la table basse. « Oh, salut, sœurette », dit-il sans quitter l'écran des yeux. « Maman fait des crêpes plus tard si tu en veux. » La désinvolture de son salut a allumé quelque chose en moi. « Tu es sérieux, là ?» Il a mis le jeu en pause, croisant enfin mon regard. « Quoi ? Quoi ? Tu as volé tout mon avenir et tu me demandes quoi ?» Maxime a levé les yeux au ciel et a repris sa partie. « Mon Dieu, que tu es mélodramatique. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas demander des prêts ou quelque chose comme ça. » Des prêts. Ma voix s'est brisée. As-tu la moindre idée du temps que j'ai travaillé pour cet argent? Du nombre de journées de 16 heures que j'ai faites? Écoute, je n'ai pas demandé à papa de piller ton fonds d'études. D'accord, c'est lui qui a pris cette décision. À cause de tes dettes de jeu. Combien as-tu perdu, Maxime? Combien valait mon avenir pour toi? Il s'est agité, mal à l'aise, mais a continué à jouer. C'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est un chiffre. Combien? Maman est apparue dans l'encadrement de la porte, un torchon à la main. Amélie, s'il te plaît. Ton frère en a assez bavé. Il en a assez bavé. Je me suis retourné pour lui faire face. Et moi, alors? Ce que je traverse? Ma chérie, tu dois comprendre. Les gens à qui il devait de l'argent, ce ne sont pas le genre de personnes que l'on peut ignorer. Ils ont proféré des menaces. Alors vous avez sacrifié mon éducation pour le sauver de ses propres choix. Papa est entré du garage, des taches d'huile sur sa chemise après avoir travaillé sur la voiture. Il m'évitait depuis l'annonce, se cachant dans son atelier ou sous le capot de sa Renault. Ça suffit, Amélie,
dit-il, sa voix portant ce ton d'autorité que j'avais respecté toute ma vie. Plus maintenant. Non, papa. Ça ne suffit pas. Je veux tout savoir. Combien de fois l'avez-vous renfloué avant ça? Mes parents ont échangé un regard qui m'a tout dit. Ce n'était pas la première fois. Loin de là. Combien de fois? Ai-je insisté? Maman s'est affalée sur une chaise, paraissant soudain plus vieille. Quelquefois. Défini quelques. 4, a admis papa. C'était la 5e. Et combien au total? Le silence s'est étiré entre nous jusqu'à ce que Maxime finisse par parler. Environ 30 000 € au cours des 6 dernières années. Mes jambes se sont dérobées. 300 000 €. Ils avaient dilapidé de l'argent pour sauver Maxime de lui-même pendant que je m'épuisais au travail pour chaque centime. Mais cette fois, c'était différent, a ajouté Maxime, comme si cela améliorait les choses. Cette fois, j'étais vraiment dans le pétrin. J'avais trouvé un système pour le poker en ligne et les paris sportifs. Ça marchait très bien jusqu'à ce que ça ne marche plus. Il n'y a pas de système pour le jeu, idiot, ai-je rétorqué. La maison gagne toujours. Tu ne comprends pas comment ça marche, dit-il sur la défensive. J'étais en train de gagner gros à un moment, presque un demi-million. J'aurais pu rembourser tout le monde et il me serait resté de l'argent. Mais tu ne t'es pas arrêté. J'allais le faire. J'avais juste besoin d'une autre grosse victoire pour tout arranger. Papa s'est avancé. Les gens à qui il devait de l'argent n'étaient plus patients. Ils se sont présentés à son appartement. Puis ils ont découvert où nous vivions. Alors vous leur avez donné mon argent. Nous leur avons donné ce que nous devions leur donner pour assurer la sécurité de notre famille, a dit maman, des larmes coulant maintenant sur son visage. Tout mon fonds pour les études, 180 000 €, envolés. Nous trouverons une solution, a promis papa. Peut-être un plan de paiement avec l'université. La Sorbonne ne fait pas de plan de paiement pour la faculté de médecine, papa. Soit tu as l'argent, soit tu ne l'as pas. Et grâce à vous, je ne l'ai pas, je me suis retourné pour partir, mais la voix de Maxime m'a arrêté. Tu sais quel est ton problème, Amélie? Tu te crois meilleur que tout le monde. Tu prends des grands airs parce que tu as été accepté dans une fac chic. Non, Maxime. Je ne me crois pas meilleur que tout le monde. Je pense juste que je mérite ce que j'ai gagné. La famille passe avant tout, dit-il, faisant écho aux paroles de maman. N'est-ce pas ce qu'on nous a toujours appris? La famille ne vole pas la famille, ai-je répondu. En retournant dans ma chambre, j'ai entendu maman sangloter et papa essayer de la réconforter. Ils agissaient comme s'ils étaient les victimes. J'ai fermé ma porte et sorti mon ordinateur portable, commençant à faire des recherches sur les prêts étudiants. Les chiffres m'ont rendu malade, même si j'obtenais le montant maximum, je serais diplômé avec plus de 400 000 € de dette. Mon téléphone a vibré avec un texto de Chloé, ma meilleure amie depuis le collège. Comment les parents ont-ils pris la nouvelle pour la Sorbonne? Je parie qu'ils sont super fiers. J'ai fixé le message, ne sachant pas comment expliquer que mes parents venaient de garantir que je n'irais jamais à la Sorbonne. Un autre texto est arrivé. Allô, la Terre appelle Amélie. Tu me tues avec ce suspense. J'ai tapé lentement. Je peux rester chez toi quelques jours? Je t'expliquerai tout. Sa réponse a été immédiate. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui n'allait pas? Tout. Mon frère était un joueur compulsif qui ne ressentait aucun remords. Mes parents étaient des complices qu'il avait choisis au détriment de moi, et j'étais l'idiote qui leur avait confié mon avenir. J'ai ressorti la lettre d'acceptation, passant mes doigts sur l'entête de la Sorbonne. Toutes ces années de travail, tous ces sacrifices, envolés parce que mon frère ne pouvait pas quitter une table de poker. Mais le pire de tout, c'était de regarder autour de moi dans ma chambre tous les manuels de médecine que j'avais achetés en préparation. Le stéthoscope que Mémé et Léonore m'avaient offert pour mon 21e anniversaire. Le tableau de visualisation couvert de photos de médecins que j'admirais. J'avais construit toute mon identité autour de ce rêve, et ma famille l'avait vendu comme s'il ne valait rien. On a frappé à ma porte. Amélie? La voix de papa. On peut parler? Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé tenant un dossier cartonné. Qu'est-ce que c'est? Des documents de la banque.
J'ai pensé que tu devrais voir à quoi nous avions affaire. J'ai pris le dossier et j'ai parcouru les papiers. Des bordereaux de retrait, des autorisations de virement, ma signature sur chacun d'eux. Sauf que je n'avais jamais signé ces documents. Papa, dis-je lentement, la glace se formant dans mes veines. Il y a ma signature dessus. Il ne pouvait pas croiser mon regard. La banque exigeait une double autorisation pour les retraits de plus de 10 000 €. Tu as imité ma signature. Je n'avais pas le choix. Tu as commis une fraude contre ta propre fille. Je protégeais la famille. Non, dis-je en lui rendant le dossier. Tu protégeais Maxime, et tu as fait de moi un dommage collatéral. Alors qu'il s'éloignait, les épaules voûtées, j'ai pris une décision. Demain, j'irai à la banque. Je devais savoir exactement ce qui était arrivé à mon argent. Chaque transaction, chaque détail. Parce que quelque chose dans toute cette situation me semblait faux. Pas seulement moralement faux, mais factuellement faux. Les chiffres ne correspondaient pas. Si Maxime devait 180 000 € de dette de jeu, pourquoi ces documents montraient-ils des virements totalisant plus de 200 000 €? J'ai attrapé mon manteau et mes clés de voiture. Au diable d'attendre demain. J'allais à la banque tout de suite. Mais en traversant le salon, je me suis figé. Maxime était au téléphone, parlant à voix basse. Non, je t'ai dit que je t'avais trouvé l'argent, disait-il. Ma famille a mis la main à la poche. Oui, le montant total. Comment ça, ce n'est pas assez? On avait un accord. Il m'a remarqué et a rapidement mis fin à l'appel. Conversation privée, a-t-il marmonné. C'était qui? Personne. Des affaires. Des affaires? Tu n'as pas eu de travail depuis 2 ans. Tu ne sais pas tout de ma vie, Amélie. Apparemment, je ne savais rien de personne dans cette famille. Je l'ai laissé là avec ses jeux vidéo et ses secrets. Mais ces mots résonnaient dans mon esprit alors que je conduisais vers la banque. Que voulait-il dire par « ce n'était pas assez » ? Il lui avait donné tout ce que j'avais. La banque allait bientôt fermer, mais je devais essayer. J'avais besoin de réponses, car soudain, je n'étais plus sûr que mon frère avait été honnête à propos de ses dettes. Et s'il avait menti à ce sujet, sur quoi d'autre avait-il menti? En arrivant sur le parking, j'ai vu que la voiture de Madame Patricia Hubert était encore là. Elle était notre conseillère bancaire familiale depuis 15 ans. Elle m'avait aidé à ouvrir mon premier compte d'épargne quand j'avais 10 ans, fier des 20 € que j'avais économisés sur mon argent de poche. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre ce qui s'était passé, c'était bien elle. Je priais juste pour qu'elle soit disposée à me dire la vérité. Parce que j'avais le sentiment que ce que j'avais découvert jusqu'à présent n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et ma famille. Ils étaient tous bien plus impliqués que nous ne le pensions. La Banque nationale de Paris se dressait devant moi comme elle l'avait fait depuis 12 ans. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, je n'étais pas là pour déposer mes salaires durement gagnés ou mes chèques de bourse. J'étais là pour clôturer ce qui restait de mon compte et sauver la dignité qu'il me restait. Le gardien de sécurité, Robert, m'a reconnu immédiatement. Amélie, ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas vue. Comment se passe la préparation pour la fac de médecine? La question a été comme un couteau dans ma poitrine, mais j'ai réussi à esquisser un faible sourire. C'est compliqué. Eh bien, je suis sûr que vous trouverez une solution. Vous avez toujours été la plus responsable de votre famille. Si seulement il savait. Je suis passé devant les guichets familiers où j'avais fait d'innombrables dépôts au fil des ans. Sarah, qui avait toujours complimenté mon dévouement, m'a fait un signe de la main. Marc, qui m'avait aidé à ouvrir mon compte d'épargne à haut rendement, m'a salué. Ces gens m'avaient vu économiser chaque centime pendant 6 ans. Maintenant, je devais leur faire face en sachant que tout était parti. Amélie, c'est bien vous? Je me suis retourné pour voir Madame Patricia Hubert sortir de son bureau. La cinquantaine avançait, des cheveux argentés toujours tirés en un chignon élégant. Elle avait été plus qu'une simple banquière pour nous. Elle avait donné des cours d'éducation financière dans mon lycée, encourageant les élèves à épargner et à investir judicieusement. C'était elle qui avait suggéré la structure de compte spécifique qui maximiserait mes intérêts pour l'université. Bonjour, Madame Hubert, dis-je en essayant de garder une voix stable. Elle a étudié mon visage avec ses yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Venez dans mon bureau, ma chère. Vous avez l'air d'avoir besoin de vous asseoir.
Je l'ai suivi au-delà des box jusqu'à son bureau d'angle. Des diplômes et des certifications bancaires tapissaient un mur. Des photos de ses petits-enfants décoraient son bureau. C'était un espace qui dégageait chaleur et confiance. Un thé, a-t-elle offert, attrapant déjà sa bouilloire électrique. Non, merci. En fait, je suis ici pour clôturer mon compte. Sa main s'est arrêtée en plein geste. Le clôturer? Mais vous venez d'être accepté à la Sorbonne. Votre père l'a mentionné quand il est venu la semaine dernière. Oui. Eh bien, les circonstances ont changé. Elle s'est installée dans son fauteuil, les doigts joints. Amélie, je vous connais depuis que vous avez 10 ans. Je vous ai vu épargner méthodiquement pendant 12 ans. Que se passe-t-il vraiment? Mon père vous a déjà tout dit. Il a fait les retraits. Oui, en effet. Pour un montant total de 217 000 €. J'ai cligné des yeux. 217 000? Il m'a dit que c'était 180 000. L'expression de Patricia s'est assombrie. Je vois. Eh bien, c'est préoccupant en soi, mais il y a plus. Nous devons en discuter. Elle s'est tournée vers son ordinateur, tapant rapidement. Lorsque votre père est venu pour le premier retrait, quelque chose m'a paru étrange. Vous aviez spécifiquement configuré votre compte pour exiger une double signature pour tout retrait supérieur à 10 000 €. Vous vous en souvenez? Bien sûr. Vous l'aviez suggéré comme mesure de sécurité. Exactement. Pourtant, votre père avait des documents avec votre signature autorisant ces virements. Ma gorge était sèche. Il les a falsifiés. Je m'en doutais, dit Patricia calmement. C'est pourquoi j'ai tout documenté méticuleusement. J'ai aussi activé nos protocoles de sécurité. Elle a tourné son moniteur vers moi, montrant une série de documents bancaires. Chacun portait une signature qui ressemblait à la mienne, mais qui ne l'était pas. Les faux étaient bons, mais pas parfaits. Une courbe légèrement différente sur le A, une hésitation dans le L que je n'avais jamais eue. Je ne pouvais pas refuser les transactions avec les documents qu'il fournissait, a poursuivi Patricia. Mais je pouvais m'assurer que tout était enregistré. Donc vous saviez qu'il me volait et vous n'avez rien fait? J'ai fait quelque chose, Amélie. J'ai suivi à la lettre les réglementations bancaires nationales, y compris l'obligation de signaler les activités suspectes. Mon cœur a raté un battement. Vous l'avez signalé? Pas encore. Je voulais d'abord parler avec vous. Mais il y a autre chose que vous devez voir. Elle a affiché des images de sécurité sur son écran. Ceci date de mardi dernier à 14h15. J'ai regardé les images granuleuses de mon père entrant dans la banque, mais il n'était pas seul. Maxime était avec lui, ainsi qu'un autre homme que je ne reconnaissais pas. Grand, large d'épaules, portant un costume coûteux qui semblait déplacé dans notre banque de banlieue. Qui est-ce avec eux? La voix de Patricia s'est faite plus basse. C'est Vincent Lemoine. C'est ce que nous appelons dans le secteur bancaire une personne d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il est soupçonné de diriger des opérations de prêt illégales. Du prêt usuraire, pour être franche. Nous avons des alertes des autorités à son sujet depuis 3 ans. J'ai fixé l'écran tandis que les 3 hommes s'approchaient d'un guichet. Mon père avait l'air nerveux, s'essuyant constamment le front. Maxime jetait des coups d'œil aux sorties, mais Vincent Lemoine se tenait parfaitement calme, comme s'il était chez lui. Il ne remboursait pas des dettes de jeu à un casino, dis-je lentement. Il payait un usurier. Ce serait mon évaluation, a convenu Patricia. Et d'après la présence de Monsieur Lemoine ici, je dirais que votre frère était en grand danger. Mais pourquoi Maxime emprunterait-il à un usurier s'il jouait en ligne? Patricia a sorti une autre série de documents. C'est ce qui m'a intrigué aussi. Alors, j'ai fait quelques recherches. Ce sont les destinations des virements de vos fonds. J'ai parcouru la liste. De multiples virements vers des comptes offshore, des plateformes de crypto-monnaies, des services de transfert spécialisés dans les transactions intraçables. C'est sophistiqué, a noté Patricia. Pas typique pour couvrir des pertes de jeu. Cela ressemble plus à du blanchiment d'argent, ai-je terminé. Je ne peux pas porter cette accusation officiellement, mais oui, le schéma est préoccupant. J'ai repensé à la conversation téléphonique de Maxime, à son insistance sur le fait qu'il avait payé le montant total. Madame Hubert, est-il possible que mon frère soit impliqué dans quelque chose de plus grave que le simple jeu?
Elle s'est adossée à son fauteuil. En 30 ans de carrière dans la banque, j'ai vu toutes sortes de crimes financiers. Les joueurs compulsifs ont généralement des finances désordonnées mais des dettes simples. Ça, dit-elle en désignant l'écran, c'est organisé, délibéré. Que dois-je faire? D'abord, vous devez savoir que la loi m'oblige à faire une déclaration de soupçon. La falsification seule l'exige, mais combinée à l'implication de Monsieur Lemoine et à ses schémas de virement, je n'ai pas le choix. Ce qui signifie que des enquêteurs de la police judiciaire examineront cela dans les 72 heures. Votre père fera probablement face à des accusations pour la falsification. Les activités de votre frère seront examinées de près. Les actifs de votre famille pourraient être gelés pendant l'enquête. La pièce a légèrement tourné. Tous? Même la retraite de mes parents? Si les enquêteurs estiment que les comptes sont liés à une activité criminelle, oui. Mais ils sont aussi des victimes, d'une certaine manière. Mon père essayait de protéger Maxime. L'expression de Patricia s'est adoucie. Je comprends cela, ma chère, mais la loi ne fait pas d'exception pour les bonnes intentions. Votre père a commis une fraude. C'est un délit pénal. Elle a ouvert un tiroir et en a sorti une carte de visite. C'est la personne à qui je vais transmettre le rapport. L'agente spéciale Diane Morin, de la division des crimes financiers. Elle est minutieuse mais juste. J'ai pris la carte avec des doigts engourdis. Est-ce que je récupérerai une partie de mon argent? Cela dépend de ce que l'enquête révélera. Si les virements peuvent être prouvés comme frauduleux, il y a une possibilité. Mais si l'argent a déjà été dispersé via des comptes offshore, il est perdu. Très probablement, oui. Nous sommes restés en silence un moment avant que Patricia ne reprenne la parole. Amélie, il y a une dernière chose. La contribution de votre grand-mère à votre fonds était assortie de stipulations légales spécifiques. Vous souvenez-vous des détails de son testament? J'ai essayé de me concentrer à travers le brouillard dans mon esprit. Elle a dit que c'était uniquement pour l'éducation. Plus que cela. Elle l'a établi comme une fiducie éducative dont vous êtes l'unique bénéficiaire. Vos parents n'avaient aucun droit légal de toucher à cet argent, falsification ou non. Une lueur d'espoir a vacillé dans ma poitrine. Donc je pourrais récupérer au moins ces 50 000 euros. Potentiellement plus. La fiducie incluait des dispositions pour des dommages et intérêts si les fonds étaient détournés. Vous auriez besoin d'un avocat spécialisé en succession, mais vous pourriez avoir des motifs pour récupérer le montant total plus des pénalités. Pourquoi la banque n'a-t-elle pas protégé ses fonds séparément? Parce que votre père s'est présenté comme le fiduciaire lorsqu'il a consolidé les comptes il y a 5 ans. Une autre falsification, je le réalise maintenant. J'ai ri amèrement. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qu'il n'ait pas falsifié? Je suis désolé, Amélie. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Non, je suis contente que vous me l'ayez dit. Au moins, maintenant je connais toute l'étendue de ce à quoi je suis confronté. Patricia s'est levée et a contourné le bureau, posant une main maternelle sur mon épaule. Vous êtes une jeune femme brillante. Ne laissez pas cela faire dérailler complètement vos rêves. Comment pourrais-je ne pas le faire? La fac de médecine commence dans 3 mois et il me reste 17 euros à mon nom. 17 euros est la vérité, a-t-elle corrigé. C'est plus que ce que votre famille possède en ce moment. Alors que je me préparais à partir, Patricia m'a interpellé une dernière fois. Amélie, lorsque les enquêteurs vous contacteront, et ils le feront, dites-leur tout. N'essayez pas de protéger votre famille. Ils ont fait leur choix et maintenant il y a des conséquences. Et Maxime, s'il est vraiment mêlé à des gens dangereux. C'est aux forces de l'ordre de gérer ça. Votre travail est de vous protéger, vous et votre avenir. J'ai quitté la banque, me sentant à la fois vengé et terrifié. Les bandes de sécurité, les documents falsifiés, le lien avec Vincent Lemoine. Tout cela dessinait une image bien pire que de simples dettes de jeu. Ma famille n'était pas seulement en difficulté financière. Elle était en difficulté judiciaire. Criminelle. Assise dans ma voiture, fixant la carte de visite de l'agente Morin, mon téléphone a sonné. Maman. Où es-tu? A-t-elle demandé, la panique évidente dans sa voix. Maxime vient de recevoir un appel. Ces gens veulent plus d'argent. Ils disent que le paiement n'était pas suffisant. Je suis à la banque, maman. Et nous avons de plus gros problèmes que ce que Maxime doit. Que veux-tu dire?
Les falsifications de papa ont été documentées. La banque dépose des rapports aux autorités. Il va y avoir une enquête. Silence. Puis, tu leur as parlé de ça? Comment as-tu pu trahir ta famille comme ça? Je n'ai trahi personne. Papa l'a fait quand il a volé mon avenir. Nous sommes tes parents. Nous t'avons nourri, habillé, logé pendant 22 ans, et c'est comme ça que tu nous remercies? En attendant de vous que vous ne me voliez pas? Oui, maman. C'est exactement comme ça que je vous remercie. Elle a raccroché. Je suis resté assise là pendant encore 10 minutes, regardant le soleil se coucher sur les toits de Paris. Quelque part là dehors, mon frère passait des accords avec des gens dangereux, utilisant l'argent qui était censé financer mes rêves. Mes parents étaient probablement blottis l'un contre l'autre, cherchant comment me rejeter la faute pour le tsunami qui allait s'abattre sur eux. Et j'étais assise sur un parking de banque, tenant la carte de visite d'une agente de la police judiciaire qui allait bientôt démanteler les mensonges de ma famille. Mais Patricia avait raison sur un point. J'avais 17 € et la vérité. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à se battre. J'ai quitté le parking avec un étrange sentiment de calme. Que l'enquête vienne. Qu'il découvre chaque falsification, chaque mensonge, chaque trahison. Car j'en avais fini de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé. En conduisant, j'ai fait une liste mentale de ce que je devais faire. Trouver un avocat qui comprenait les fiducies éducatives. Coopérer pleinement avec l'enquête judiciaire. Postuler à toutes les bourses, subventions et prêts légaux que je pouvais trouver. Et surtout, arrêter de croire que la famille passait avant tout, alors que cette famille avait prouvé que je passais en dernier. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de la maison. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quelle que soit la crise qu'ils étaient en train de fabriquer maintenant, ce n'était plus mon problème. J'avais mon propre avenir à sauver. Et si je devais le construire à partir de 17 € et des cendres des crimes de ma famille, alors c'est exactement ce que je ferais. Je logeais chez Chloé depuis 3 jours, essayant de digérer tout ce que Patricia Hubert avait révélé. Son canapé lit n'était pas confortable, mais c'était mieux que d'être sous le même toit que mes parents. Je venais de soumettre des demandes en ligne pour des bourses d'urgence quand Chloé a fait irruption. Amélie, il y a des agents de la police judiciaire chez tes parents. Ma mère vient de passer en voiture et a vu 3 voitures de police banalisées dans l'allée. Mon cœur battait la chamade alors que j'attrapais mes clés. Malgré tout, c'était toujours ma famille. Il faut que j'y aille. Tu es folle? Tu viens de me dire que ton père a commis une fraude. Je ne peux pas les laisser affronter ça seul. Chloé m'a attrapé le bras. Ils t'ont laissé affronter la perte de ton avenir seul. Elle avait raison, mais je ne pouvais pas chasser l'image du visage terrifié de ma mère. Je serai prudente. Les 15 minutes de route jusqu'à ma maison d'enfance m'ont paru des heures. Effectivement, des véhicules banalisés bordaient notre rue de banlieue tranquille. Les voisins se tenaient sur leur pelouse, regardant ouvertement. Madame Chen d'un accent grave côté a croisé mon regard et a rapidement détourné les yeux. Demain, tout le quartier saurait que la famille Leroy faisait l'objet d'une enquête judiciaire. Je me suis garé derrière la dernière voiture et j'ai remonté l'allée sur des jambes tremblantes. La porte d'entrée était ouverte, des voix provenant de l'intérieur. Je vous le dis, j'ai agi seul. La voix de mon père, tendue et désespérée. Ma femme n'a rien à voir avec ça. Monsieur Leroy, nous avons des preuves qui suggèrent le contraire, a répondu une voix de femme, nette. Mentir à des agents de la police judiciaire est un crime en soi. Je suis entré pour trouver ma famille regroupée à la table de la salle à manger. 3 agents en costume sombre se tenaient autour d'eux. L'une était une femme d'une 40aine d'années, aux traits fins et aux yeux calculateurs. Elle m'a remarqué immédiatement. « Vous devez être Amélie », a-t-elle dit. Agente spéciale Diane Morin, division des crimes financiers. Le nom de la carte de visite de Patricia. L'enquête avait donc progressé encore plus vite que prévu. C'est moi, ai-je confirmé, en essayant de garder une voix stable. Bien. Nous avons aussi des questions pour vous. Ma mère a levé les yeux, le mascara coulant sur ses joues. Amélie, dis-leur que c'est un malentendu. Dis-leur que nous sommes une bonne famille. L'agente Morin a tiré une chaise. Veuillez vous asseoir. Nous discutions justement des signatures falsifiées sur les retraits de votre compte. Je me suis assise, évitant le regard suppliant de mon père. Que voulez-vous savoir?
Avez-vous autorisé votre père à retirer 217 000 € de votre épargne études? Non. Je ne l'ai appris qu'après que l'argent ait disparu. Elle ment, est intervenu Maxime. Elle a probablement oublié qu'elle avait signé ses papiers. Le partenaire de l'agente Morin, un homme plus jeune aux yeux bienveillants, a fait glisser un document sur la table. Monsieur Leroy, suggérez-vous que votre sœur a signé cette autorisation le 15 mars, alors que les relevés de sa carte de crédit montrent qu'elle était en Normandie pour un colloque universitaire? La bouche de Maxime s'est ouverte et fermée comme un poisson. J'avais oublié ce colloque sur la biologie moléculaire. 4 jours à Caen, payé par une bourse de recherche que j'avais gagnée. Peut-être que j'ai confondu les dates, a balbutié Maxime. Vous semblez confondre beaucoup de choses, a observé l'agente Morin. Elle a sorti une tablette et a commencé à faire défiler. Comme votre historique d'emploi. Vous avez dit à votre famille que vous aviez perdu votre emploi chez Henderson Financial il y a 2 ans à cause d'une restructuration. C'est exact, a dit Maxime, mais la sueur perlait sur son front. Intéressant, car le service des ressources humaines de Henderson Financial dit que vous avez été licencié pour suspicion de délit d'initié. Ils ont déposé des rapports auprès de l'AMF. Ma mère a eu un hoquet. Maxime, est-ce vrai? Ils n'ont rien pu prouver, a-t-il marmonné. Non, mais l'enquête a révélé votre problème de jeu, a poursuivi Morin. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvé à devoir de l'argent à Vincent Lemoine. À la mention de ce nom, mon père s'est raidi. Nous lui avons payé chaque centime qu'il nous devait. Vraiment? Le ton de Morin suggérait qu'elle savait le contraire. Parce que les associés de Monsieur Lemoine semblent penser que votre fils leur doit encore pas mal. En fait, ils ont l'impression que Maxime leur a vendu autre chose que de l'argent. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a dit Maxime. Le troisième agent, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a posé un ordinateur portable sur la table et l'a tourné vers nous. Alors peut-être que vous pouvez expliquer ces communications provenant de votre application de messagerie cryptée. L'écran montrait des fils de conversation avec des noms d'utilisateurs comme VL Money et Lemoine Collect. Mais ce n'étaient pas les noms qui m'ont glacé le sang. C'était le contenu. Colis livré. Nom et info comme demandé, lisait-on dans un message de Maxime. Un autre, j'en ai eu 12 de plus de la base de données de l'entreprise. Même prix qu'avant. Tu vendais des informations personnelles, ai-je soufflé, l'horreur m'envahissant. Des clients de Henderson Financial. Ce sont des dossiers financiers confidentiels, a déclaré l'agente Morin, y compris les numéros de sécurité sociale, les comptes bancaires, les portefeuilles d'investissement. Parfait pour l'usurpation d'identité et la fraude financière. Ma mère s'est mise à sangloter pour de bon. Maxime, comment as-tu pu? Je n'avais pas le choix, a-t-il explosé, frappant du poing sur la table. Ils allaient me tuer. Vous comprenez ça? Me tuer, pour de vrai. Alors tu leur as donné les outils pour détruire la vie d'autres personnes à la place, ai-je demandé. Ne joue pas les saintes nitouches, Amélie. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Alors éclairez-nous, dit froidement Morin. Commencez par le début. Maxime a regardé notre père, qui a légèrement hoché la tête. Avec un profond soupir, mon frère a commencé sa confession. Ça a commencé il y a 3 ans. Je réussissais bien chez Henderson, mais je voulais plus. Des voitures plus rapides, de meilleurs appartements, tout le style de vie. Les paris sportifs semblaient être de l'argent facile au début. C'est toujours le cas, a murmuré le jeune agent. J'avais un système, a insisté Maxime, cette illusion familière revenant dans sa voix. Analyse statistique, matrice de probabilité. Pendant un certain temps, ça a fonctionné. Je gagnais gros. Vraiment gros. Combien, a demandé Morin. Presque un demi-million à un moment donné. J'ai eu envie de crier. Il avait eu de quoi payer mes études de médecine 2 fois. Mais vous ne vous êtes pas arrêté, a suggéré Morin. J'allais le faire, j'avais juste besoin d'un autre gros coup. Il y avait ce coup sûr, une information d'initié sur un match. Point qui était un piège, a terminé Morin. Les gens de Lemoine vous ont donné de fausses informations pour vous ferrer davantage. Maxime a hoché la tête, misérable. J'ai tout perdu en un week-end, et plus encore. Quand je n'ai pas pu payer, ils m'ont offert un marché, des informations des bases de données de Henderson en échange d'une réduction de ma dette. C'est pour ça que tu as vraiment perdu ton travail, dis-je.
Ils t'ont surpris en train d'accéder à des fichiers que tu n'aurais pas dû. J'ai été prudent, mais pas assez. L'agente Morin s'est penchée en avant. Combien d'informations avez-vous volé, Maxime? Je ne sais pas. Des centaines de profils, peut-être plus. Essayez des milliers, a corrigé l'agent silencieux. Nous suivons le réseau d'usurpation d'identité lié à Lemoine depuis 18 mois. Vos données ont contribué à plus de 3 millions d'euros d'activités frauduleuses. Le chiffre flottait dans l'air comme un nuage toxique. Ma mère avait cessé de pleurer, fixant Maxime comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Mon père était assis, la tête dans les mains. Mais j'ai arrêté, a dit faiblement Maxime. Quand j'ai perdu le travail, j'ai arrêté de leur donner des informations. Non, vous avez juste trouvé de nouveaux moyens de payer, a dit Morin. Elle a affiché des relevés bancaires sur sa tablette. Comme convaincre votre père de prendre une deuxième hypothèque, en lui disant que c'était pour des dettes de jeu alors qu'en réalité, Lemoine vous faisait chanter à propos des données volées. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. C'est pour ça que papa était si désespéré. Il ne protégeait pas seulement Maxime de dommages physiques. Il le protégeait de poursuites judiciaires. Bingo, a dit Morin. Bien que je craigne que ce navire ait déjà coulé. Elle s'est levée et ses partenaires l'ont suivie. Maxime Leroy, vous êtes en état d'arrestation pour association de malfaiteurs en vue d'escroquerie, usurpation d'identité et violation de la loi sur la fraude et l'abus informatique. Non. Ma mère s'est précipitée en avant, mais le jeune agent l'a doucement retenue. Maman, non, dis-je. Tu ne feras qu'empirer les choses. Alors qu'il lui passait les menottes, Maxime m'a regardé avec une peur sincère dans les yeux. Amélie, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Si, tu l'as voulu, ai-je répondu. Chaque fois que tu as choisi de voler au lieu d'arrêter. Chaque fois que tu as laissé papa te renflouer. Chaque fois que tu as choisi ta dépendance plutôt que ta famille. Ils l'ont fait sortir, menotté, tandis que les voisins regardaient et prenaient des photos ouvertement. Ma mère s'est effondrée dans les bras de mon père, mais il regardait l'agente Morin. Et la maison? A-t-il demandé. L'hypothèque? Cela dépend de votre coopération, a répondu Morin. Les signatures falsifiées seules pourraient entraîner de graves accusations. Mais si vous êtes prêt à témoigner sur les activités de votre fils et vos interactions avec Lemoine. Je ferai tout ce dont vous avez besoin, a dit mon père rapidement. Juste, s'il vous plaît, ma femme n'était pas impliquée. Morin les a étudiés tous les deux. Nous devrons vérifier cela. En attendant, vos actifs seront gelés en attendant l'enquête. Cela inclut tous les comptes bancaires, les fonds de retraite, et oui, la maison pourrait faire l'objet d'une saisie si nous découvrons qu'elle a été utilisée comme garantie dans des entreprises criminelles. Où allons-nous vivre, a murmuré ma mère. C'est quelque chose que vous devrez régler. Je vous suggère de trouver un avocat, un bon. Alors que les agents se préparaient à partir, Morin m'a tendu une carte. Nous aurons besoin de votre déposition complète demain, 9 h, au palais de justice. J'y serai. Elle s'est arrêtée à la porte. Votre banquière, Patricia Hubert, a parlé en bien de vous. Elle a dit que vous étiez la seule personne honnête de la famille. Je ne me sens pas honnête. J'ai l'impression que j'aurais dû voir tout ça venir. Les victimes se blâment souvent elles-mêmes. Ne le faites pas. Votre frère a fait ses choix et vos parents ont fait les leurs. Le seul choix dont vous êtes responsable est le vôtre. Après leur départ, la maison semblait vide. Mes parents étaient assis à table comme des poupées cassées. Les voisins s'étaient retirés, mais je savais que le mal était fait. Le matin, tout le monde saurait que la famille Leroy avait abrité un criminel. C'est de ta faute, a dit ma mère doucement, sans me regarder. Ma faute? Si tu n'étais pas allé à la banque, si tu ne leur avais pas parlé. Maman, Maxime vendait des identités volées. Papa a commis une fraude. En quoi est-ce de ma faute? Nous aurions pu gérer ça en famille. Comme vous avez géré tout le reste, en le dissimulant et en cautionnant Maxime. Mon père a finalement parlé. Elle a raison, Hélène. C'est nous qui avons créé ce gâchis. N'ose même pas prendre son parti. Il n'y a pas de parti ici, dis-je, l'épuisement m'envahissant. Il y a juste la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez choisi Maxime avant tout le reste. Avant moi. Avant votre retraite. Avant votre maison.
Et il vous a mené en bateau. C'est notre fils, a insisté ma mère. Et je suis votre fille. Mais ça n'a jamais semblé compter autant. Je me suis levé pour partir, mais mon père m'a attrapé la main. Amélie, je suis désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis si profondément désolé. J'ai regardé son visage usé, j'ai vu l'homme qui m'avait appris à faire du vélo et qui m'aidait pour mes projets de science. L'homme qui avait aussi volé mon avenir sans hésitation. Je sais que tu le hais, papa. Mais être désolé ne me fait pas entrer en fac de médecine. En retournant à l'appartement de Chloé, mon téléphone a vibré avec des messages. La nouvelle se répandait déjà. D'anciens camarades de classe exprimant leur choc. La famille élargie demandant des explications. Tout le monde voulait savoir comment la fille responsable des Leroy pouvait avoir un criminel pour frère. Mais un message s'est démarqué, d'un numéro inconnu. Mademoiselle Leroy, mon nom est Jonathan Lambert. Je suis un expert comptable judiciaire spécialisé dans le recouvrement d'actifs issus de crimes financiers. Je crois que je peux vous aider à récupérer ce qui a été volé. Appelez-moi. Je me suis garé et j'ai fixé le message. Après tout ce qui s'était passé aujourd'hui, j'aurais dû me méfier des étrangers offrant de l'aide. Mais qu'avais-je à perdre? Ma famille était brisée. Mon frère était en détention, et mes parents allaient probablement tout perdre. Peut-être qu'il était temps d'arrêter de jouer la défense et de commencer à contre-attaquer. J'ai enregistré le numéro et j'ai continué à conduire. Demain, je ferai ma déposition aux agents de la police, mais ce soir, j'appellerai ce Jonathan Lambert et je découvrirai s'il y avait un espoir de sauver mes rêves des décombres des crimes de ma famille. Parce que l'agente Morin avait raison sur un point. Le seul choix dont j'étais responsable était le mien. Et j'ai choisi de me battre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation de Maxime par les agents de la police. La maison de mes parents était maintenant vide, un panneau à vendre planté sur la pelouse jaunissante. Ils avaient déménagé dans un appartement exigu de l'autre côté de la ville, leurs actifs gelés par le gouvernement. Je ne leur avais pas parlé depuis cette nuit horrible. J'étais assise dans un café du centre-ville, vérifiant nerveusement mon téléphone. Jonathan Lambert avait accepté de me rencontrer ici, et j'avais passé la matinée à faire des recherches sur lui en ligne. Ancien procureur devenu expert comptable judiciaire, spécialisé dans le recouvrement d'actifs et les enquêtes sur la criminalité financière. Son dossier était impressionnant, mais je ne pouvais pas me défaire de ma méfiance. Après ce que ma famille avait fait, faire confiance à qui que ce soit semblait dangereux. Amélie Leroy. J'ai levé les yeux pour trouver un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux yeux bruns intelligents. Il portait un costume bien taillé mais se déplaçait sans l'arrogance à laquelle je m'attendais. Monsieur Lambert. Jonathan, s'il vous plaît. Il s'est assis en face de moi, déclinant l'offre de café du serveur. Merci de me rencontrer. Je sais que ce doit être une période difficile. C'est un euphémisme. Il a sorti une mallette en cuir et l'a posée sur la table. Je vais être direct. J'enquête sur l'organisation de Vincent Lemoine depuis 2 ans. Le cas de votre frère recoupe mon enquête de manière significative. Pourquoi un expert comptable judiciaire enquêterait-il sur un usurier? Parce que Lemoine n'est pas seulement un usurier. Il a bâti un réseau sophistiqué de criminalité financière. Usurpation d'identité, blanchiment d'argent, fraude aux crypto-monnaies. Votre frère n'était qu'une petite pièce d'une opération beaucoup plus vaste. Je me suis penché en avant. Et vous pensez pouvoir m'aider à récupérer mon argent? Je pense que nous pouvons nous entraider. Il a ouvert la mallette, révélant des documents que je reconnaissais relevés bancaires, registres de virements mais aussi des papiers que je n'avais jamais vus auparavant. Votre grand-mère, Éléonore Martin, était une femme avisée, a-t-il dit. Quand elle a établi votre fiducie éducative, elle a inclus des protections légales très spécifiques. Il m'a montré un document intitulé Fiducie éducative irrévocable. La signature de ma grand-mère se trouvait en bas, avec un sceau de notaire et des signatures de témoins. Cette fiducie n'était pas seulement un cadeau, a expliqué Jonathan. C'était une entité juridiquement contraignante dont vous étiez l'unique bénéficiaire. Vos parents n'avaient aucune autorité pour accéder à ces fonds. Patricia, à la banque, a mentionné quelque chose à ce sujet, mais mon père a dit qu'il était le fiduciaire. Il a menti. Le fiduciaire est en fait un cabinet d'avocats, Martin et Associés. Le nom de jeune fille de votre grand-mère, ce n'est pas une coïncidence. Mon cœur s'est emballé.
Donc les 50 000 € qu'elle m'a laissés devraient toujours être protégés. Mais il y a plus. Il a sorti un autre document. C'est une clause que votre grand-mère a incluse. Si quelqu'un tentait de détourner les fonds de la fiducie, il devrait des dommages et intérêts triples, plus les intérêts. Triple 150 000 €, plus les intérêts accumulés sur 2 ans. Nous parlons d'environ 170 000 €. Je fixais les papiers. Mais mes parents n'ont plus ce genre d'argent. Non, mais leur assurance habitation, si. La fraude est souvent couverte par les polices de responsabilité civile. De plus, il y a une autre piste. Il a sorti une coupure de journal. Henderson Financial, l'ancien employeur de votre frère. Et alors? Ils n'ont pas sécurisé correctement les données de leurs clients. Ils savaient que Maxime avait des problèmes de jeu et des activités financières suspectes, et pourtant ils lui ont permis de continuer à accéder à des bases de données sensibles. C'est de la négligence. Vous pensez qu'il serait responsable? J'ai vu des règlements pour des failles de sécurité bien moins graves. Mais j'ai besoin d'informations de l'intérieur sur leur système, leur protocole de sécurité. Des informations que vous auriez pu glaner de Maxime au fil des ans. J'ai repensé à tous ces dîners de famille où Maxime se vantait de son travail, de l'accès qu'il avait, des clients importants qu'il gérait, des détails auxquels j'avais à peine prêté attention à l'époque. Je me souviens peut-être de certaines choses, dis-je prudemment. Mais pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que vous y gagnez? Jonathan s'est adossé, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Bonne question. Je travaille au résultat pour des cas comme le vôtre. Je prends 30% de ce que nous récupérons. Mais plus important encore, votre cas pourrait être la clé pour démanteler toute l'opération de Lemoine. Comment? Votre frère gardait des archives, méticuleuses selon l'enquête de la police. Des messages, des transactions, des noms d'autres employés de Henderson qui auraient pu être compromis. Avec votre aide, je peux retracer les flux d'argent, identifier d'autres victimes et construire un dossier complet. La police fait déjà ça. La police construit un dossier pénal. Moi, je construis un dossier financier. Les condamnations pénales sont satisfaisantes, mais elles ne rendent pas leur argent aux victimes. Les actions civiles, si. J'ai réfléchi à ces paroles. De quoi auriez-vous besoin de ma part? L'accès à tous les documents financiers familiaux que vous pouvez obtenir légalement. Vos souvenirs des discussions de Maxime sur son travail. Votre coopération lors des dépositions. Et surtout, les documents originaux de la fiducie de votre grand-mère, qui, je crois, sont conservés au cabinet de son avocat. Comment le savez-vous? Parce que je les ai appelés ce matin. Il a souri devant ma surprise. Je n'aborde pas les clients potentiels sans préparation. Martin et associés ont confirmé qu'ils avaient les originaux et qu'ils étaient prêts à engager des poursuites contre vos parents pour manquement à l'obligation fiduciaire. Mes parents pourraient aller en prison. Votre père, possiblement. Les accusations de falsification sont graves, mais s'il coopère pleinement et accepte la restitution, il pourrait éviter l'incarcération. Votre mère semble avoir été sincèrement ignorante des détails. Nous sommes restés en silence tandis que je digérais tout. Dehors, Paris bourdonnait de son énergie habituelle. Des gens se pressant pour aller au travail, vivant leur vie, ignorant que des avenirs entiers pouvaient être volés par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Il y a autre chose, a dit Jonathan, son ton changeant. L'organisation de Lemoine a été déstabilisée par les descentes de police. Ils se démènent pour couvrir leurs traces, ce qui signifie qu'ils font des erreurs. Votre frère a enregistré des conversations avec eux. Quoi? Pourquoi ferait-il ça? Une assurance, probablement. Les criminels se font rarement confiance. Il a sorti une tablette et m'a montré une transcription. La police a récupéré ça de son stockage cloud. Il essayait de se constituer un moyen de pression, prévoyant de les faire chanter si nécessaire. J'ai lu les mots de Maxime, documentant des réunions, des menaces, des noms d'autres personnes impliquées. Mon frère était peut-être un criminel, mais il avait été méticuleux. C'est la preuve de raquette, dis-je. Exactement. Ce qui ouvre la voie aux lois sur le crime organisé. Dommages et intérêts triples, encore une fois, mais cette fois sur les actifs de Lemoine. La police a gelé environ 12 millions d'euros sur divers comptes liés à son organisation. Et les victimes peuvent en réclamer une partie. Si nous pouvons prouver les dommages, oui.
vos 217 000 € pourraient potentiellement devenir 650 000 € dans une réclamation au titre du crime organisé. Le chiffre m'a donné le vertige. Assez pour la fac de médecine et plus encore. Assez pour reconstruire tout ce qui avait été volé. Et Maxime ? Ai-je demandé. Si je vous aide, que lui arrivera-t-il ? L'expression de Jonathan s'est adoucie. Votre frère risque une peine de prison importante quoi qu'il arrive. Mais la coopération pourrait réduire sa peine de 20 ans à peut-être 7 ou 8. Et il devrait coopérer. Ces enregistrements sont des preuves, mais un témoignage renforcerait considérablement le dossier. J'ai pris ma décision. Je le ferai. Je vous aiderai. Vous êtes sûr ? Ce ne sera pas facile. Vous devrez témoigner, peut-être plusieurs fois. Vos relations familiales pourraient ne jamais s'en remettre. Elles sont déjà détruites. Au moins, de cette façon, quelque chose de bien pourrait sortir des décombres. Jonathan m'a tendu la main et je l'ai serrée. Partenaire, alors. La première étape est de rencontrer Martin et associer demain. Pouvez-vous prendre un rendez-vous à 10 heures ? Oui. Bien. Apportez tous les documents que vous avez concernant votre épargne-études, relevé bancaire, lettre de bourse, tout ce qui montre votre habitude d'épargner. Il s'est levé, puis a fait une pause. Amélie, je veux que vous compreniez quelque chose. Ce qui vous est arrivé n'était pas de votre faute. Mais ce qui se passera ensuite, cela dépend entièrement de vous. Après son départ, je suis resté dans le café, fixant la carte de visite qu'il m'avait donnée. Jonathan Lambert, expertise comptable judiciaire et recouvrement d'actifs. Au dos, il avait écrit un numéro de portable personnel et les mots « appeler à tout moment ». Mon téléphone a vibré, Chloé demandant comment s'était passée la réunion. J'ai répondu « je contre-attaque ». Sa réponse a été immédiate, il était temps. Ce soir-là, je suis retourné à l'ancienne maison de mes parents. La boîte à clés sur la porte signifiait que les agents immobiliers la faisaient déjà visiter. J'avais encore ma clé et, légalement, certaines de mes affaires étaient encore à l'intérieur. J'ai trouvé ce que je cherchais dans la cave. Une boîte étiquetée dossier scolaire Amélie. À l'intérieur, chaque bordereau de dépôt bancaire que j'avais gardé, chaque notification de bourse, chaque carte d'anniversaire de Mémé et Léonore avec des chèques et des notes, pour ton avenir, ma douce. Mais au fond, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Une enveloppe de l'écriture de ma grand-mère, pour Amélie, à n'ouvrir qu'en cas de besoin. À l'intérieur se trouvait une lettre datée d'1 an avant sa mort. Ma très chère Amélie, si tu lis ceci, c'est que quelque chose s'est mal passé avec la fiducie que j'ai établie pour toi. J'ai observé la dynamique de ta famille pendant des années, vu comment tes parents favorisent Maxime malgré ses problèmes. Je prie pour me tromper, mais je crains qu'il ne puisse un jour donner la priorité à ses besoins plutôt qu'à tes rêves. Sache ceci, je t'ai protégé du mieux que j'ai pu. La fiducie a des garanties dont je n'ai même pas parlé à tes parents. Le cabinet d'avocats a pour instruction de poursuivre quiconque essaie de voler ton avenir. Tu as été la seule à me rendre visite ces derniers mois, à te soucier de mes histoires et de mes rêves. Tu as un cœur de guérisseuse, mais aussi un esprit de guerrière. Ne laisse personne, pas même la famille, diminuer ta lumière. Batte-toi pour ce qui t'appartient, ma douce. Je veillerai sur toi. Tout mon amour, Mémé et Léonore. Je me suis assise sur le sol de la cave et j'ai pleuré, non de tristesse, mais de gratitude. Même dans la mort, elle me protégeait. Demain, je rencontrerai ses avocats et commencerai le processus pour récupérer ce qui m'appartenait. Mais ce soir, j'avais une dernière tâche. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché le numéro de Maxime au centre de détention. Il avait droit à un appel par semaine et il avait essayé de me joindre. Peut-être qu'il était temps de répondre. Pas pour pardonner, mais pour proposer un marché. Sa coopération contre mon soutien lors de sa condamnation. Des affaires, pas de la famille. Parce que Jonathan avait raison. Ce qui se passerait ensuite dépendait entièrement de moi. Et je ne faisais que commencer. 3 semaines après avoir commencé à travailler avec Jonathan Lambert, je me suis retrouvé dans une situation que je n'aurais jamais imaginée, assise dans une planque de la police, me préparant à aider à faire tomber les personnes qui avaient détruit ma famille. Le petit appartement sentait le café froid et le stress, avec des agents de la police se relayant pour surveiller l'équipement de surveillance. L'agente Diane Morin était assise en face de moi, son expression grave.
Votre frère a accepté de coopérer pleinement, mais nous avons besoin de votre aide pour que cela fonctionne. Quel genre d'aide, ai-je demandé, bien que je soupçonne que je le savais déjà. Jonathan, qui était devenu mon défenseur constant tout au long de ce processus, s'est penché en avant. Les enregistrements de Maxime ont impliqué plusieurs membres de haut niveau de l'organisation de Lemoine, mais ils sont incomplets. Nous avons besoin de contexte, de détails que seuls les membres de la famille connaîtraient. Vous voulez que je parle à mon frère? Plus que ça, a dit Morin. Nous avons besoin que vous convainquiez vos parents de coopérer. Ils ont été réticents à coopérer pleinement, essayant toujours de protéger Maxime, même maintenant. J'ai ri amèrement. Bien sûr qu'ils le sont. Votre mère lui rend visite chaque semaine, a poursuivi Morin. Elle pourrait avoir des informations dont elle ne réalise pas l'importance. Des conversations que Maxime a eues à la maison. Des personnes qu'il a mentionnées, des détails chronologiques. Mon téléphone a vibré avec un texto de Chloé. Ça va? Pas de nouvelles de toi de la journée. J'ai rapidement tapé, en réunion. Je t'expliquerai plus tard. Il y a autre chose, a dit Morin en sortant un dossier. Les gens de Lemoine ont posé des questions sur vous. Mon sang s'est glacé. Quel genre de questions? Où vous logez, votre routine quotidienne, si vous avez été en contact avec les forces de l'ordre. Elle a fait glisser une photographie sur la table. Un homme en blouson de cuir, photographié devant l'immeuble de Chloé. Vous le reconnaissez? Non. Antoine Lemoine, le neveu de Vincent. Il surveille l'appartement de votre ami depuis 3 jours. La peur m'a envahi. Chloé est-elle en danger? Nous ne le pensons pas. Il s'intéresse à vous spécifiquement, à ce que vous pourriez savoir sur les archives de Maxime. Jonathan a posé une main protectrice sur mon épaule. C'est pourquoi la police veut accélérer le calendrier. Plus cela traîne, plus cela devient dangereux. Que voulez-vous que je fasse? Morin a exposé le plan. Cela ressemblait à quelque chose d'un film policier, pas à ma vie. Maxime porterait un micro lors de sa prochaine rencontre avec son avocat, qu'il soupçonnait de transmettre des informations à Lemoine. Mes parents seraient convoqués pour une thérapie familiale qui était en fait un débriefing détaillé. Et je devrais maintenir ma routine normale tout en étant sous protection policière. Absolument pas, dis-je. Je ne mettrai pas Chloé en danger. Nous aurons des agents qui surveilleront l'appartement, m'a assuré Morin. Ce n'est pas suffisant. Je devrais partir. Trouver un autre endroit où rester. Cela signalerait que vous êtes au courant de la surveillance, est intervenu Jonathan. Pour l'instant, il pense que vous êtes juste une étudiante naïve prise dans un drame familial. Laissez-les continuer à le penser, a ajouté Morin. C'est votre meilleure protection. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement de Chloé avec 2 agents en civil qui me suivaient à distance. Chloé préparait des pâtes, chantant faux sur du Taylor Swift, ignorant béatement le danger que j'avais amené à sa porte. Te voilà, dit-elle en agitant une cuillère en bois. Je commençais à croire que tu avais été enlevé par des comptables. Quelque chose comme ça. J'ai forcé un sourire, détestant ne pas pouvoir lui dire la vérité. Nous avons dîné pendant qu'elle parlait de son travail dans une agence de marketing, de sa nouvelle routine à la salle de sport, de tout sauf de l'éléphant dans ma vie. Alors qu'elle débarrassait la table, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais les mots de Morin résonnaient dans mon esprit. Nous avions besoin de leur coopération. Amélie, Dieu merci. La voix de ma mère était tendue. J'essaie de te joindre depuis des jours. J'ai été occupé. S'il te plaît, ma chérie, ton père. Il ne va pas bien. Le stress de tout ça. Sa tension est au plus haut. Le médecin dit qu'il doit éviter tout stress supplémentaire. Alors il aurait peut-être dû y penser avant de commettre une fraude. Comment peux-tu être si froide? Nous sommes tes parents. Qui ont volé mon avenir pour permettre les activités criminelles de Maxime. Désolé si je ne déborde pas de sympathie. Elle s'est mise à pleurer. Nous voulions juste l'aider. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir son enfant sombrer. Non, mais je comprends ce que c'est de voir ses parents choisir cet enfant plutôt que soi, encore et encore. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, maman. Mais je fais avec. Et vous? Un silence s'est installé avant qu'elle ne reprenne la parole, sa voix plus faible.
La police veut nous interroger à nouveau, ensemble cette fois. Ils disent que c'est la routine, mais ton père pense qu'ils essaient de nous piéger pour nous faire dire quelque chose de compromettant. Peut-être parce que vous avez des choses compromettantes à dire. Amélie, s'il te plaît, viens avec nous. T'avoir là pourrait. Ça pourrait nous aider à nous souvenir des choses correctement. J'ai failli refuser. Puis je me suis souvenu du plan de Morin. Quand? Demain à 14 h, au palais de justice. J'y serai. Mais maman, c'est la dernière faveur que je te fais. Après ça, c'est fini entre nous. Ne dis pas ça, ma chérie. Nous sommes une famille. Non, nous étions une famille. Maintenant, nous sommes juste des gens qui partagent un ADN et de mauvais souvenirs. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. Ça avait l'air intense. Drame familial. Quoi de neuf? Elle m'a étudié attentivement. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. J'ai eu envie de tout lui déballer sur les réunions dans la planque, la surveillance, le danger dans lequel je l'avais mise. Au lieu de ça, j'ai haussé les épaules. Juste des trucs juridiques, de la paperasse ennuyeuse. D'accord. Elle ne me croyait clairement pas, mais n'a pas insisté. Eh bien, si tu as besoin de parler. Je sais. Merci, Chloé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé sur le canapé-lit, à l'écoute de chaque son. Était-ce des pas dans le couloir ou juste des voisins? Le moteur de cette voiture tournait-il au ralenti trop longtemps dehors? Chaque bruit semblait être une menace. À 3 h du matin, mon téléphone s'est allumé avec un texto d'un numéro inconnu. Ton frère parle trop. Je me suis redressé d'un coup, le cœur battant. Un autre texto a suivi. La famille devrait rester soudée. Souviens-toi de ça. Les mains tremblantes, j'ai transféré les messages à Morin et Jonathan. Morin a répondu en quelques minutes. Restez où vous êtes. Les agents surveillent. N'engagez pas la conversation. Le sommeil était impossible après ça. Je suis resté assise dans le noir, serrant un couteau de cuisine dont je savais qu'il serait inutile contre un vrai danger, attendant l'aube. Le lendemain après-midi, j'ai retrouvé mes parents au palais de justice. Ils avaient l'air plus vieux, plus gris, diminués. Les mains de mon père tremblaient alors qu'il nous enregistrait à la sécurité. Ma mère serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. Merci d'être venu, a-t-elle murmuré alors que nous montions dans l'ascenseur. Je n'ai pas répondu. La salle d'interrogatoire était stérile et intimidante, avec du matériel d'enregistrement visible sur la table. Morin était là, avec un autre agent que je ne reconnaissais pas et un sténographe judiciaire. Cette conversation est enregistrée, a commencé Morin. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, mais vous êtes tenu de dire la vérité. Mentir à des agents de la police est un crime. Comprenez-vous? Mes parents ont hoché la tête, l'air terrifiés. Bien. Commençons par le jeu de Maxime. Quand en avez-vous pris conscience pour la première fois? Ce qui a suivi a été 2 heures de révélations douloureuses. Mes parents ont admis être au courant des problèmes de Maxime depuis plus de 5 ans. Ils avaient remboursé de petites dettes des dizaines de fois, croyant toujours à ses promesses d'arrêter. Ils me l'avaient caché, honteux et espérant protéger l'image de la famille. Parlez-moi de Vincent Lemoine, a dit Morin. Quand Maxime l'a-t-il mentionné pour la première fois? Il y a environ 8 mois, a dit mon père. Maxime est rentré à la maison, battu, les yeux au beurre noir, la lèvre fendue. Il a dit qu'il devait de l'argent à des gens dangereux. A-t-il mentionné des noms spécifiques? Vincent, Antoine, quelqu'un appelé le banquier qui s'occupait de l'argent. Morin et l'autre agent ont échangé des regards. Maxime a-t-il déjà mentionné qu'il gardait des archives de ses transactions avec ces personnes? Ma mère s'est agitée, mal à l'aise. Il a dit quelque chose une fois à propos d'une assurance. Qu'il se protégeait. Comment? Je ne sais pas. Il était ivre, divagant sur le fait qu'il ne lui ferait jamais de mal parce qu'il avait des dossiers sur eux. C'était quand? Peut-être il y a 6 semaines, juste avant elle m'a jeté un coup d'œil, point avant que nous prenions l'argent. A-t-il dit où il gardait ses archives? Non, mais ma mère a hésité. Mais quoi? A insisté Morin. Il était paranoïaque à propos de son ordinateur portable. Il ne laissait personne s'en approcher,
il a même installé de nouvelles serrures sur la porte de sa chambre. D'autres questions ont suivi, chaque réponse brossant un tableau plus clair de la descente de Maxime dans la criminalité. À la fin, mes parents semblaient épuisés et vaincus. Alors que nous nous préparions à partir, Morin m'a pris à part. Vous avez bien fait de les amener ici. Leur témoignage aide à établir la chronologie et le schéma de comportement. Et maintenant? Maxime rencontre son avocat demain. Si nos soupçons sont corrects, cette réunion nous dira qui transmet des informations à Lemoine. Et si ce n'est pas le cas? Alors nous passons au plan B et elle n'a pas précisé en quoi consistait le plan B. Dehors, devant le palais de justice, mes parents hésitaient. Amélie, a commencé mon père. Non, je l'ai coupé. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. C'est fini. S'il te plaît, laisse-nous juste expliquer. Expliquer quoi? Comment vous avez choisi Maxime plutôt que moi? Comment vous avez volé mon avenir? Comment vous êtes encore, même maintenant, plus inquiet pour lui que pour la fille que vous avez trahie? Je comprends parfaitement. Je me suis éloigné, ignorant les sanglots de ma mère et les appels de mon père. Mais en arrivant au coin de la rue, je l'ai aperçu. Antoine Lemoine, appuyé contre un bâtiment, en train de me regarder. Il n'a pas essayé de se cacher ou de détourner le regard. Au lieu de cela, il a souri et m'a fait un petit signe de la main. Le message était clair. Nous savons qui tu es. Nous savons où te trouver. J'ai continué à marcher, me forçant à ne pas courir, sachant que des agents de la police étaient quelque part à proximité. Mais la peur pesait lourdement dans mon estomac. Demain, Maxime porterait un micro dans une situation potentiellement dangereuse. Sa coopération pourrait faire tomber toute l'organisation de Lemoine, ou elle pourrait le faire tuer. Et si ça tournait mal, je n'avais aucun doute sur la personne qu'il viendrait chercher ensuite. En entrant dans l'immeuble de Chloé, j'ai pris une décision. Après-demain, peu importe ce qui se passerait avec le micro de Maxime, je trouverai un autre endroit où rester. Je ne mettrai plus ma meilleure amie en danger. Mais d'abord, nous devions survivre aux prochaines 24 heures et espérer que le désir d'autopréservation de mon frère était plus fort que son histoire de choix catastrophique. Le palais de justice de Paris se dressait devant moi comme une montagne que j'avais gravie pendant des mois. Aujourd'hui était le jour où tout allait soit s'assembler, soit s'effondrer. Maxime témoignait devant le juge d'instruction, et toute l'organisation de Vincent Lemoine était sur le point de faire face à la justice. Jonathan Lambert se tenait à mes côtés sur les marches du palais, sa présence un réconfort constant. Rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé de regarder le témoignage. Vous pouvez attendre dans la salle des témoins. Non, dis-je fermement. J'ai besoin de voir ça jusqu'au bout. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour terrifiant où Maxime avait porté un micro pour rencontrer son avocat. L'enregistrement avait été la preuve accablante que l'avocat transmettait effectivement des informations à l'organisation de Lemoine. La police l'avait utilisé pour le faire parler. Et comme des dominos, d'autres membres de l'organisation avaient commencé à coopérer pour se sauver. À l'intérieur du palais de justice, l'agente Morin nous a accueillis à la sécurité. Votre frère est en détention préventive. Il témoignera par vidéoconférence pour sa sécurité. Est-il vraiment en si grand danger, ai-je demandé. 3 des associés de Lemoine ont déjà plaidé coupable et ont fourni des informations sur des projets de représailles. Donc oui, le danger est réel. Nous nous sommes dirigés vers une salle de visionnage sécurisée où les familles des témoins pouvaient suivre les débats. Mes parents étaient déjà là, assis au premier rang. Ma mère avait perdu du poids, son visage était émacié par le stress. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Ils se sont retournés à mon entrée, une lueur d'espoir dans leurs yeux. J'ai choisi un siège plusieurs rangées derrière eux. Le fossé entre nous me semblait approprié. La procureure, une femme vive nommée Catherine Dubois, a commencé par établir les faits concernant Maxime. À l'écran, mon frère avait l'air différent. La prison l'avait dépouillé de son arrogance, laissant place à quelqu'un aux yeux creux et plein de remords. M. Le roi, commença Dubois, veuillez dire au juge comment vous êtes entré en contact avec l'organisation de Vincent Lemoine. Le témoignage de Maxime fut dévastateur par ses détails. Il expliqua la progression des paris sportifs aux parties de poker clandestines, de l'emprunt d'argent à la vente d'informations. Il donna des noms, fournit des dates, décrivit des réunions dans des sous-sols d'entrepôts et des parkings. Le vol de données chez Henderson Financial, le relança Dubois. Parlez-nous de ça. Ça a commencé petit,
dit Maxime, la voix brisée. Juste quelques noms et numéros de sécurité sociale pour réduire ma dette. Mais ils en voulaient toujours plus. Antoine Lemoine a dit que je pouvais effacer toute ma dette avec un gros coup. Quel était ce gros coup? Toute la base de données des clients privés. Plus de 10 000 individus fortunés avec des profils financiers complets. Des murmures d'étonnement parcoururent la salle de visionnage. Même moi, je n'avais pas connu toute l'ampleur de l'affaire. Avez-vous fourni ces informations? Non. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enregistrer les conversations. Je savais que j'étais allé trop loin, mais je pensais que si j'avais un moyen de pression. Vous pensiez que vous pouviez les faire chanter. Je pensais que je pouvais me protéger. Maxime regarda droit dans la caméra. J'avais tort. Ils ont découvert les enregistrements et ont menacé ma famille. C'est là que j'ai demandé de l'aide à mon père. Le témoignage se poursuivit pendant 3 heures. Maxime détailla la structure de l'organisation de Lemoine, les méthodes de blanchiment d'argent, les liens avec d'autres familles du crime. Il produisit des documents, identifia des voix sur les enregistrements et mit à nu une entreprise criminelle qui avait opéré pendant plus d'une décennie. Quand Dubois l'interrogea sur l'impact sur sa famille, Maxime s'effondra complètement. J'ai tout détruit, sanglota-t-il. Ma sœur a perdu son fonds pour ses études de médecine à cause de moi. Mes parents ont perdu leur maison, leur retraite, leur réputation. J'ai pris une famille qui m'aimait et je l'ai déchirée pour de l'argent que j'ai gaspillé sur des paris stupides. Assumez-vous la responsabilité de vos actes? Oui, entièrement. Je suis un voleur, un menteur, et j'ai trahi tous ceux qui ont jamais tenu à moi. Amélie a cumulé 3 emplois pour économiser pour ses études pendant que je volais des gens innocents. Elle est tout ce que j'aurais dû être. Je me suis surprise à pleurer malgré ma colère. Ma mère se retourna, tendant la main vers moi, mais j'ai secoué la tête. Il ne s'agissait pas de pardon. Il s'agissait de vérité. Le témoignage s'orienta vers des transactions spécifiques. Et c'est là que la plus grande révélation est arrivée. Maxime avait en fait gagné 500 000 € 6 mois avant de prendre mon fonds d'études. Mais au lieu de payer ses dettes, il avait tout perdu en courant après un gain encore plus gros. Vous auriez pu vous arrêter, déclara Dubois. Je sais, mon Dieu, je sais. Mais j'étais malade, dépendant. Je me suis convaincu que le prochain pari me mettrait à l'abri pour la vie. Pendant ce temps, votre famille se préparait à tout sacrifier pour des dettes que vous auriez pu payer. Oui. Le mot flotta dans l'air comme une sentence de mort. Quand le tribunal fit une pause, je sortis dans le couloir pour prendre l'air. Jonathan me trouva appuyé contre une fenêtre, regardant les toits de Paris. Comment tenez-vous le coup? Il avait un demi-million d'euros, dis-je d'une voix sourde. Il aurait pu tout payer et il lui serait resté de l'argent. La dépendance n'est pas logique, Amélie. C'est une maladie. Je sais, mais le savoir ne rend pas la douleur moins vive. Non, en effet. L'agente Morin nous approcha. L'avocat de Lemoine négocie une reconnaissance de culpabilité. Entre le témoignage de Maxime et les autres qui ont parlé, il risque 25 ans à la perpétuité. Il acceptera un accord. Alors, c'est vraiment fini? L'affaire pénale, oui. Mais il y a autre chose. Elle me tendit une enveloppe. La confiscation des avoirs de l'organisation de Lemoine a été approuvée. L'indemnisation des victimes commencera le mois prochain. J'ouvris l'enveloppe les mains tremblantes. Le chiffre en bas me coupa le souffle. 650 000 €. Les lois sur le crime organisé permettent des dommages-intérêts triples, expliqua Morin. Votre perte initiale multipliée par 3, plus les intérêts. Je peux aller en fac de médecine, murmurai-je. Je peux vraiment y aller. Jonathan sourit. La Sorbonne vous garde votre place. J'ai parlé aux admissions la semaine dernière. L'après-midi apporta d'autres témoignages, y compris celui de mes parents qui montèrent à la barre pour corroborer la chronologie de Maxime. Ils admirent avoir cautionné sa dépendance, ignoré les signes avant-coureurs, choisi la voie de la moindre résistance plutôt que de lui obtenir de l'aide. Pendant une pause, je croisai mon père dans le couloir. Il me regarda avec des yeux rougis. « Je sais que tu nous détestes, dit-il doucement. Et tu as toutes les raisons de le faire. Mais je veux que tu saches que je suis fier de toi d'avoir tenu tête, d'avoir refusé de cautionner la maladie qui a consumé notre famille. Je ne vous déteste pas, papa.
Je déteste ce que vous avez fait. Il y a une différence. Y a-t-il une chance, une possibilité qu'un jour tu puisses nous pardonner? Je réfléchis à la question. Je ne sais pas. Peut-être. Mais pardonner ne veut pas dire oublier. Et ça ne veut pas dire que nous redevenons une famille. Je comprends. Vraiment? Parce que maman m'envoie des textos tous les jours pour me demander quand je rentre à la maison. Elle a du mal à accepter la réalité. Nous suivons une thérapie maintenant, pour essayer de comprendre comment nous sommes devenus des personnes qui voleraient un enfant pour en sauver un autre. Vous apprenez quelque chose? Il sourit tristement. Que nous avons confondu cautionner avec aimer. Que nous avions si peur de perdre Maxime que nous t'avons perdu, toi. Que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses actes. Eh bien, mieux vaut tard que jamais, je suppose. Nous restâmes dans un silence gêné jusqu'à ce qu'il reprenne la parole. La maison s'est vendue. Après l'hypothèque et les frais de justice, il ne restait pas grand-chose. Mais j'ai mis quelque chose de côté. Il sortit un chèque. Ce n'est que 5 000 €, mais c'est à toi. Sans condition, sans attente. Juste quelque chose pour ton avenir. Je fixai le chèque. 5 000 €. Une fraction de ce qu'ils avaient pris, mais d'une certaine manière significative dans sa symbolique. C'est de ton compte personnel? Oui, de l'argent que j'ai gagné en faisant des heures supplémentaires à l'usine. Ta mère n'est même pas au courant. J'ai empoché le chèque. Merci. Amélie. Papa, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'on n'y sera jamais. Mais c'est un début. Le dernier témoignage de la journée fut celui de Vincent Lemoine lui-même, qui avait en effet accepté une reconnaissance de culpabilité. 20 ans de prison, confiscation de tous ses biens et pleine coopération contre ses associés. En le regardant à l'écran, cet homme qui avait terrorisé ma famille, je m'attendais à ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, je me sentis vide. Il n'était qu'un criminel de plus qui avait profité des faiblesses des gens. La faiblesse de Maxime avait ouvert la porte, mais Lemoine l'avait franchie avec empressement. À la fin des débats, Catherine Dubois m'approcha. Mademoiselle Leroy, je voulais vous remercier personnellement. Votre courage en vous manifestant a déclenché toute cette enquête. Je voulais juste récupérer mon argent. Vous avez obtenu bien plus que ça. 14 membres d'un important syndicat du crime vont en prison. Des centaines de victimes d'usurpation d'identité recevront une compensation. Le témoignage de votre frère est la pierre angulaire de tout cela. Ce soir-là, j'ai dîné avec Jonathan dans un restaurant tranquille près du palais de justice. Nous étions devenus amis au fil de ces mois, liés par l'étrange voyage de la quête de justice. Alors, et maintenant, demanda-t-il. La fac de médecine à l'automne. C'est le plan, même si ça semble surréaliste. Il y a 6 mois, je dormais sur le canapé de Chloé avec 17 € à mon nom. Vous avez parcouru un long chemin avec beaucoup d'aide. J'ai levé mon verre de vin. Merci pour tout. C'est vous qui avez fait le travail difficile, affronté votre famille, témoigné, refusé de reculer même quand ils vous ont menacé. En parlant de ça, des nouvelles d'Antoine Lemoine? Arrêté à Nice en essayant de fuir le pays. Il sera jugé séparément, mais avec la coopération de son oncle, il risque une peine importante. Un soulagement m'envahit. L'homme qui m'avait suivi, menacé, qui m'avait fait peur de sortir de chez moi. Il était derrière les barreaux. Il y a autre chose, dit Jonathan en produisant une enveloppe. Ceci est arrivé à mon bureau. C'est adressé à vous. Je reconnus immédiatement l'écriture de Maxime. À l'intérieur, une seule page, ces mots prudents et mesurés. Amélie, je sais qu'une lettre ne peut pas effacer ce que j'ai fait. J'ai volé ton avenir parce que j'étais trop faible pour affronter mes propres échecs. Tu as travaillé pour tout, tandis que je cherchais des raccourcis. Tu as épargné, tandis que je dilapidais. Tu as construit, tandis que je détruisais. Je vais en prison pour longtemps. J'ai accepté cela. Ce que je ne peux pas accepter, c'est que tu n'atteignes pas tes rêves à cause de moi. Alors, je te donne la seule chose qu'il me reste, mon témoignage et ma pleine coopération pour m'assurer que tu reçoives chaque centime qui t'est dû. Je ne demande pas le pardon. Je ne l'ai pas mérité. Mais je veux que tu saches que te voir te battre pour ton avenir, alors que j'essayais de le voler, m'a appris plus sur la force que n'importe quoi d'autre dans ma vie.
Deviens la médecin que Mémé et Léonore savaient que tu pouvais être. Sauve des vies, aide les gens, sois tout ce que j'ai échoué à être. Ton frère, qui ne mérite pas ce titre, Maxime. Je pliai la lettre avec soin, des larmes brouillant ma vision. Il a vraiment compris. La croissance vient souvent de nos moments les plus bas, observa Jonathan. Penses-tu qu'il s'en sortira en prison? Il est en détention préventive et avec sa coopération, il purgera probablement sa peine dans un établissement à sécurité minimale. Il aura accès à des programmes éducatifs, à une thérapie, à un suivi pour sa dépendance. S'il veut vraiment changer, il en aura l'occasion. En finissant de dîner, je réfléchis à l'étrange voyage qui m'avait amené ici. La trahison avait brisé ma famille et volé mes rêves. Mais en me battant, j'avais trouvé une force que je ne soupçonnais pas. J'avais appris à me défendre, à refuser d'être un dommage collatéral dans la destruction de quelqu'un d'autre. L'argent arriverait bientôt. La fac de médecine suivrait. Mais la vraie victoire n'était pas financière. C'était la connaissance que lorsque tout s'est effondré, je ne me suis pas brisé. J'ai reconstruit. Et cela valait plus que n'importe quel fonds d'études. 6 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de mon nouveau studio, ajustant soigneusement la blouse blanche qui portait mon nom, Amélie Leroy, étudiante en médecine. Les lettres brodées semblaient surréalistes, même maintenant, 3 semaines après le début de mon premier semestre à la Sorbonne. Le soleil du matin entrait par les fenêtres qui donnaient sur la Seine, une vue que je n'aurais jamais imaginé pouvoir me permettre. Mais le fonds d'indemnisation des victimes était arrivé comme promis, ainsi que le règlement de la compagnie d'assurance de Henderson Financial. Après avoir mis de côté l'argent pour les 4 années de médecine, j'avais investi le reste prudemment, sur les conseils de Jonathan. Mon téléphone vibra avec un texto de Chloé. C'est le grand jour. Cartonne à ta présentation. Je souris, reconnaissante de son soutien indéfectible. Elle aussi avait déménagé à Paris, décrochant un poste dans une grande agence de marketing. Nous dînions ensemble tous les dimanches, une tradition qui manquerait dans cette nouvelle vie. La présentation qu'elle mentionnait était pour mon cours d'éthique médicale. Le professeur m'avait demandé de parler de mon expérience avec la criminalité financière et de son lien avec la fraude dans le secteur de la santé. C'était étrange de transformer la destruction de ma famille en une étude de cas académique, mais mon histoire avait déjà contribué à façonner de nouvelles politiques dans les institutions financières concernant la surveillance des employés et la protection des données clients. Alors que je rassemblais mes affaires, mon ordinateur portable sonna pour un appel vidéo. J'hésitais avant d'accepter. Les appels mensuels avec mes parents étaient devenus une routine, bien qu'ils restent tendus. « Salut, ma chérie. » Le visage de ma mère apparut à l'écran. Elle avait l'air en meilleure santé que pendant le procès, bien que la tristesse persiste dans ses yeux. « Tu es magnifique dans ta blouse. »« Merci, maman. » Mon père la rejoignit à l'écran. Ils étaient dans la cuisine de leur petit appartement, avec les mêmes meubles dépareillés qu'ils avaient récupérés après avoir perdu la maison. Grosse présentation aujourd'hui. Oui, le professeur Williams pense qu'elle pourrait être publiée dans la revue d'éthique médicale. C'est merveilleux, dit ma mère, puis elle hésita. Nous avons des nouvelles. Mon estomac se serra. Les nouvelles de leur part signifiaient rarement quelque chose de bon. Nous avons eu des nouvelles de Maxime hier, poursuivit mon père. Il a terminé sa certification de conseiller en toxicomanie. Il va commencer à diriger des groupes de parole pour les autres détenus. C'est bien, réussis-je à dire. Maxime purgeait une peine de 7 ans, réduite de 20 ans grâce à sa coopération. Il m'écrivait des lettres auxquelles je ne répondais pas, envoyait des dessins que je n'accusais pas réception. Peut-être qu'un jour, je serai prête à renouer le contact avec lui. Pas encore. Il voulait aussi qu'on te dise quelque chose, dit ma mère avec précaution. Le programme éducatif qu'il suit. Il enseigne l'éducation financière aux autres détenus. Il l'appelle le fonds Éléonore, en hommage à ta grand-mère. Quelque chose se tordit dans ma poitrine. Il l'a nommé d'après Mémé? Il dit que chaque cours commence par son histoire. Comment elle a économisé toute sa vie pour offrir un avenir à sa petite fille. Comment il a volé cet avenir et détruit sa famille. Il s'en sert pour enseigner les véritables coûts des crimes financiers. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Ma grand-mère aurait apprécié le geste, tout en désapprouvant les circonstances qu'il avait créées. On va te laisser, dit mon père, reconnaissant mon malaise. Bonne chance pour ta présentation. Merci. Amélie.
La voix de ma mère se cassa. Nous t'aimons, toujours. Je sais, dis-je, ce qui était tout ce que je pouvais offrir. Après avoir mis fin à l'appel, je pris un moment pour me recentrer. Sur mon bureau se trouvait une photo encadrée de Mémé et Léonore à ma remise de diplôme du lycée. À côté, la lettre qu'elle avait cachée pour moi, maintenant plastifiée et précieuse. J'y arrive, Mémé, murmurai-je. Comme tu le voulais. La présentation se passa mieux que prévu. Je me tenais devant 200 autres étudiants en médecine et professeurs, racontant mon histoire sans broncher. Comment le désespoir financier pouvait corrompre les familles. Comment la dépendance pouvait se cacher derrière le succès. Comment les professionnels de la santé devaient reconnaître ces schémas chez leurs patients. La dette médicale est la principale cause de faillite en France, expliquai-je en faisant défiler les diapositives que Jonathan m'avait aidé à préparer. Lorsque les gens font face à la ruine financière à cause de factures médicales, ils deviennent vulnérables aux mêmes prédateurs qui ont ciblé ma famille. En tant que futurs médecins, nous avons la responsabilité de comprendre non seulement la santé physique de nos patients, mais aussi leur santé financière. Le professeur Williams hocha la tête avec approbation depuis le premier rang. Plusieurs étudiants prenaient des notes furieusement. Au fond, je repérais un visage familier, Catherine Dubois, la procureure qui avait traité l'affaire de Maxime. Pendant la séance de questions-réponses, un étudiant demanda « Comment pardonnez-vous aux membres de votre famille qui vous trahissent de cette manière ?» La question que je redoutais. Je ne sais pas si je leur ai pardonné, admis-je. Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne. C'est un processus, et je suis encore en plein dedans. Ce que j'ai appris, c'est que l'on peut aimer quelqu'un tout en maintenant des limites. On peut vouloir qu'il guérisse tout en se protégeant de nouveaux préjudices. Une autre étudiante leva la main. Regrettez-vous d'avoir dénoncé votre famille? Non, dis-je fermement. Rester silencieuse m'aurait rendu complice. En parlant, non seulement j'ai récupéré mon avenir, mais j'ai potentiellement sauvé des centaines d'autres de l'usurpation d'identité. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de cautionner un comportement destructeur. Après la présentation, Catherine Dubois m'approcha. C'était puissant, Amélie. Vous avez parcouru un long chemin depuis cette jeune femme effrayée au palais de justice. J'ai eu de bons professeurs, répondis-je. Comment progresse l'affaire? L'organisation de Lemoine est complètement démantelée. Nous avons récupéré plus de 30 millions d'euros d'actifs volés. Le témoignage de votre frère a été essentiel. Et il est en sécurité? Aussi en sécurité qu'on peut l'être en prison. Sa coopération lui a valu la protection et le respect des autorités, sinon des autres détenus. Elle me tendit sa carte. Si vous êtes un jour intéressé par la médecine légale ou le travail avec les victimes de crimes financiers, appelez-moi. Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un avec votre perspective unique. Ce soir-là, j'ai assisté à une réunion organisée par Jonathan pour les victimes des crimes de Lemoine. C'était étrange d'être dans une pièce pleine de gens dont la vie avait été touchée par les actions de mon frère. Certains connaissaient mon lien, d'autres non, mais nous partagions tous le lien de la survie. Je voudrais faire une annonce, dit Jonathan en levant son verre. Grâce aux efforts collectifs de tous dans cette pièce, nous avons créé le Fonds d'éducation pour les victimes de la criminalité financière. Il fournira des ressources et un soutien à ceux qui sont touchés par l'usurpation d'identité et la fraude financière. Des applaudissements remplirent la pièce. Un monsieur plus âgé m'approcha ensuite. Vous êtes la sœur de Maxime, n'est-ce pas? Je me tendis. Oui. Mon identité a été l'une de celles volées chez Henderson Financial. Pendant des mois, j'ai entièrement blâmé votre frère. Mais en entendant votre histoire, en comprenant le réseau de dépendance et de crimes qui a piégé toute votre famille, cela m'a aidé à trouver la paix. J'en suis heureuse, dis-je, sincèrement. Est-il vrai qu'il enseigne l'éducation financière en prison? Apparemment, oui. L'homme sourit tristement. Bien. Peut-être que quelque chose de bon peut sortir de toute cette douleur. Alors que la soirée se terminait, je me suis retrouvé sur un balcon surplombant la ville. Jonathan me rejoignit, un silence confortable s'installant entre nous. Des regrets, demanda-t-il finalement. À propos de quoi? De tout. Le fait de vous être manifesté, l'enquête, le témoignage contre votre famille. Je réfléchis à la question. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que mes parents aient choisi de cautionner plutôt que d'intervenir.
Je regrette que la dépendance de Maxime ait coûté tant de choses à tant de gens. Mais non, je ne regrette pas mes choix. Et la fac de médecine, à la hauteur de vos attentes? C'est difficile, je l'admets. Certains jours, j'ai l'impression de porter non seulement mes rêves, mais aussi ceux de ma grand-mère et de tous les gens qui m'ont aidé à arriver ici. Mais ensuite, je travaille avec des patients à la clinique et je me souviens pourquoi je voulais cela, pour aider, pour guérir, pour être quelqu'un à qui les gens peuvent confier leur vie. Votre grand-mère serait fière. Je l'espère. Mon téléphone vibra avec un autre texto de Chloé. Dîner dimanche, ce nouveau restaurant thaïlandais. Je souris et répondis. Je ne manquerais ça pour rien au monde. La vie avait trouvé un rythme, les cours, les études, les stages cliniques, les dîners du dimanche avec Chloé, les appels vidéo mensuels avec mes parents, des réunions occasionnelles avec d'anciennes victimes trouvant leur propre chemin. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais peut-être était-elle plus riche de sa complexité. 2 semaines plus tard, je reçus un colis sans adresse de retour. À l'intérieur, un journal en cuir et une note de l'écriture de Maxime. Pour tes futurs patients, leurs histoires. Puissent-elles toutes avoir de meilleures fins que la mienne? Je passai mes doigts sur le cuir lisse, me demandant si je devais le garder. Finalement, je le plaçai sur mon étagère. Pas le pardon, pas encore, mais la reconnaissance que les gens pouvaient changer, grandir, trouver un but même dans leurs échecs. Cette nuit-là, j'ai écrit la première entrée. Aujourd'hui, un patient m'a demandé pourquoi je suis devenu médecin. Je lui ai dit que c'était parce que j'ai appris que la guérison ne se résume pas à la médecine. Il s'agit de comprendre comment l'argent, la dépendance, la famille et les choix s'entremêlent pour créer à la fois la maladie et la guérison. Elle a dit que cela ressemblait à une sagesse acquise par la douleur. Elle n'avait pas tort. Alors que l'hiver s'installait sur Paris, je me préparais pour ma première série d'examens de médecine. La matière était difficile, mais gérable. Après tout ce que j'avais surmonté, la biologie moléculaire et l'anatomie semblaient presque simples. Un soir, alors que j'étudiais à la bibliothèque, j'ai entendu 2 camarades de classe discuter de leurs difficultés financières. « Je vais peut-être devoir abandonner », disait l'un. « Mon père a perdu son travail et les prêts ne suffisent pas. As-tu parlé à l'aide financière ?» demanda l'autre. « Ils ne peuvent rien faire de plus. » J'ai fermé mon manuel et je me suis approché d'eux. « Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Il y a un nouveau fonds pour les étudiants confrontés à des difficultés financières dues à des circonstances familiales. Puis-je vous donner les informations ? » L'espoir fleurit sur le visage de l'étudiant. Vraiment ? Je n'en avais pas entendu parler. J'ai sorti la carte de Catherine Dubois et j'ai noté les informations du fonds. Ils m'ont aidé quand ma situation familiale a implosé. Ils pourront peut-être vous aider aussi. En rentrant à mon appartement ce soir-là, la neige commençant à tomber, j'ai pensé à l'étrange voyage qui m'avait amené ici. De ce moment horrible dans ma chambre d'enfant où mes parents ont annoncé qu'ils avaient volé mon avenir, à me tenir dans un tribunal en regardant la justice être rendue, à porter une blouse blanche et à aider les autres à naviguer dans leur propre crise. L'argent avait été récupéré. Les criminels étaient en prison. Les blessures guérissaient lentement. Mais la chose la plus précieuse que j'avais gagnée n'était pas financière. C'était la connaissance que je pouvais survivre à la trahison, me battre pour la justice et choisir quand même la compassion. Mon téléphone sonna. Jonathan. Mauvais moment, demanda-t-il. Je rentre juste à pied. Qu'y a-t-il ? J'ai une étudiante qui a besoin d'aide. Un membre de sa famille a usurpé son identité, accumulé des dettes massives. Ça vous dit quelque chose ? Malheureusement, oui. Envoyez-lui mes coordonnées. Je la rencontrerai ce week-end. Vous êtes sûr ? Vos examens approchent. Certaines choses sont plus importantes que les examens. Éléonore serait fière de vous, vous savez. Je souris, des flocons de neige se posant sur mes cils. Je sais. En arrivant à mon immeuble, je me suis retourné pour regarder les lumières de la ville se refléter sur la neige. Quelque part de l'autre côté de la ville, mes parents dînaient probablement dans leur petite cuisine, trouvant leur propre chemin vers la rédemption. Quelque part dans une prison, mon frère enseignait la responsabilité financière à d'autres détenus. Et quelque part à Paris, Patricia Hubert aidait probablement un autre jeune à ouvrir son premier compte d'épargne. Nous étions tous des personnes différentes de ce que nous avions été 2 ans auparavant. Brisés et reconstruits, marqués, mais plus forts.
Une famille détruite par la cupidité et la dépendance, trouvant des chemins séparés vers la guérison. J'ai pensé à la question que ma camarade de classe avait posée lors de ma présentation. Comment pardonnez-vous? Peut-être que la réponse était qu'il n'est pas nécessaire de pardonner pour avancer. Peut-être qu'il suffisait de transformer la douleur en but, la trahison en limite, la perte en détermination à aider les autres à éviter le même sort. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Une notification de la banque, le paiement final du fonds d'indemnisation des victimes avait été déposé. Le dernier lien financier avec ce sombre chapitre de ma vie. J'ai supprimé la notification et j'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement. Demain apporterait plus de cours, plus de patients, plus d'occasions de construire l'avenir que ma grand-mère avait envisagé. Non pas malgré ce qui s'était passé, mais à cause de la façon dont j'avais choisi d'y répondre. Dans mon appartement, j'ai ouvert le journal en cuir que Maxime m'avait envoyé et j'ai écrit une dernière ligne. Aujourd'hui, j'ai choisi de voir mes cicatrices non comme des blessures, mais comme la preuve de ma survie. Demain, j'apprendrai aux autres à faire de même. L'histoire que je vous ai partagée est la mienne, mais elle pourrait être celle de n'importe qui. La trahison familiale, la criminalité financière et la lutte pour récupérer un avenir volé touchent des milliers de personnes chaque jour. Y en teoría el oro sí lo están agarrando, o sea, las pepitas de oro sí las están agarrando. Mm, y sí los empuja y sí todo, pero yo no veo que se esté generando como nada aquí. Sí, no. O sí, chance lo que está mal es el mecanismo de atrás. A ver. Porque estoy viendo que no bajó. Hay un cofre en el que se quedó el cuarzo y no bajó. Que no sé cuál es, ¿verdad? Ya sé que no están viendo nada. Pero tampoco estoy haciendo nada importante. Acá hay 7 cuarzo y está bajando. Está bajando muy lento el cuarzo, quizás. 7 de cuarzo, pero se queda atorado. De todos modos. mm, 23, pero no baja tampoco. No sé, de todos modos yo creo que voy a descargar. Digo, voy a meter la otra versión porque tengo mis dudas sobre si esta funciona o no. ¿Qué haces? Es difícil adivinarlo por tus lentes. Nada más estoy revisando si funciona la granja de oro, porque te digo que tuve que hacer una copia de seguridad. Pero en la copia de seguridad que justamente metí, el overworld está bien, pero el nether está roto. O sea, la granja de oro que teníamos en el nether está rota. Entonces no funciona como debería funcionar. Como granja de experiencia sí funciona, pero como que no está generando los ítems. Entonces, pues yo la granja de oro no la quiero para la experiencia, que me sirve. O sea, la verdad es que me sirve. Ya vengo, dale, Dani. O sea, sí me sirve, pero no la quiero como para eso específicamente. La quiero más bien para el cuarzo. O sea, para el oro y que con el oro sacar cuarzo. Entonces no me sirve de nada, literalmente, si no estoy generando los materiales. Y pues ahorita mismo no estoy generando los materiales, ese ahí el problema. Eh, y esto sí funcionaba antes y ahorita como que veo que no, entonces esa es mi verdadera 23, 23 y 23 aquí también. Mm, acá hay 7, no sé por qué. Pero sí, como que no está funcionando del todo, entonces yo creo que voy a meterlo. Teníamos granja de oro, wow. Sí, teníamos granja de oro, la hizo Mika desde hace un montón. Nada más que no sabía dónde estaba la granja y tuve que recurrir a buscarla. Porque pues ya saben que Mika hizo, ya sabes que Mika hizo las cosas donde quiso y tal, entonces no sabía dónde había quedado, pero sí, sí tenemos granja de oro. De todos modos voy a ir a mi casa y me voy a salir de hecho del Minecraft y me voy a quedar charlando con ustedes mientras veo si puedo subir de una vez esto. Y si no puedo, pues nada. Y si sí puedo, pues mejor, porque así nada más reinicio el server y ya que la granja se quede bien.
Mm, ok. Mm, Entonces, a ver. Necesito irme aquí, luego de aquí a aquí. No me acuerdo cuál es mi contraseña nunca. Si la puse bien. Y a ver, la única duda que tengo es que en los archivos del server debería haber uno que sea del Nether, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde demonios está guardando el Nether? La cuestión, y lo que me saca un poquito de onda, es que no veo, no veo ese mapa del Nether. Ahí está, creo que es este. Alex Dimensions, Minecraft, the Nether. Sí, yo creo que es este. Alex Dimensions, sí. Que claro, como hay diferentes mundos. Dimensiones, Minecraft, Creativo, Overworld, End, The Nether. Entonces necesito quitar este de The Nether y meter el otro que tengo de Nether. Nada más que creo que se tiene que llamar igual ahora. Voy a cambiarle nombre a esto y voy a poner